Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons après-midi pour étudier l'anatomie de l'articulation du genou. Ce cours est destiné aux étudiants de première année de médecine. Pour étudier cette articulation, nous allons suivre le plan habituel, à savoir, nous allons donner une introduction, nous allons étudier les surfaces articulaires, les moyens d'union, la synoviale, la vascularisation et l'innervation et la physiologie. Alors, tout d'abord, commençons par notre introduction. Vous savez tous que l'articulation du genou, qui est située ici, est une articulation intermédiaire du membre inférieur. Alors, intermédiaire car l'articulation coxo-fémorale est proximale, l'articulation talocrurale est distale, le genou est intermédiaire. Alors, cette articulation du genou va permettre de rattacher la jambe à la cuisse. C'est une articulation superficielle, elle est palpable sous la peau, elle est portante, c'est-à-dire qu'elle va subir l'action du poids du corps. Cette articulation est une articulation verrouillée et stable en extension. Quand on est debout, notre articulation du genou ne bouge pas, elle est bloquée. En flexion, ce n'est pas le cas car elle devient fragile et instable. L'articulation du genou, vous savez que c'est une articulation très mobile. C'est donc une diarthrose. En réalité, le genou est un complexe articulaire. Pourquoi complexe articulaire? Parce qu'elle comporte cette articulation plusieurs articulations, notamment une articulation entre la patella et le fémur. Cette articulation est l'articulation fémoro-patellaire. C'est une diarthrose de type trochléenne. Diarthrose parce qu'elle est mobile, trochléenne parce que la forme des surfaces articulaires rappelle celle d'une poulie de joue et une gorge. Les deux articulations qui sont ici sont des articulations fémoro-tibiales. Elles mettent en présence les condyles du fémur avec les surfaces articulaires condylaires du plateau tibial. Vous remarquez que cette articulation fémoro-patellaire est de type bicondylienne. Cette articulation fémoro-tibiale va nécessiter la mise en place d'un ménisque médial et latéral afin de respecter la forme des surfaces articulaires. Cette articulation du genou comporte malgré tout une seule capsule, une seule synoviale et des ligaments communs. Nous arrivons à l'étude des surfaces articulaires. Alors, toutes ces surfaces articulaires ont déjà été étudiées dans le détail dans les cours d'ostéologie. Nous allons néanmoins revoir ces surfaces pour se rafraîchir un petit peu la mémoire. Alors, quelles sont les surfaces articulaires du genou? Nous avons d'abord l'épiphyse distale du fémur. L'épiphyse distale du fémur intervient par la mise en jeu de la surface patellaire qui répond à la patella et des condyles fémoraux latérales et médiales qui, eux, répondent aux surfaces articulaires condylaires du plateau tibial.
Au niveau de l'extrémité proximale du tibia, les surfaces articulaires, ce sont les surfaces articulaires condylaires du plateau tibial, médialement et latéralement. Sur la patella, la surface articulaire est située à la face postérieure de la patella. Vous savez que sa conformation est inverse de la surface patellaire du fémur. Nous avons une quatrième surface articulaire qui sont les ménisques du genou, ménisque latéral et ménisque médial. Sur cette planche, nous avons des photographies représentant les surfaces articulaires de l'articulation du genou. Sur la première photo, nous avons une vue inférieure de l'extrémité distale du fémur, sur laquelle nous pouvons reconnaître les condyles fémoraux, condyle médial, condyle latéral. Le condyle médial est plus long et plus étroit que le condyle médial qui lui est court et étroit. Le condyle médial répond à la surface articulaire condylaire médiale du plateau tibial. Le condyle latéral répond à la surface articulaire condylaire latérale du plateau tibial. Et vous constatez que ces surfaces articulaires ne sont pas identiques puisque la surface articulaire médiale est beaucoup plus étendue sagittalement que la surface latérale. Et ici, on retrouve les deux tubercules, le tubercule médial et le tubercule latéral. Et rappelez-vous que ces tubercules sont également appelés épines du tibia. La surface intercondylaire est ici, avec une surface intercondylaire antérieure, en avant des épines ou des tubercules, et une surface condylaire postérieure en arrière. Sur cette photo, nous avons une vue ventrale antérieure de l'extrémité distale du fémur. Nous retrouvons la surface patellaire qui s'articule avec la face postérieure articulaire de la patella. Et vous le savez, la surface patellaire est une articulation en forme de poulie. Elle présente deux joues séparées par une gorge. Voici la gorge, voici la joue latérale et la joue médiale. Cette surface patellaire va venir s'articuler avec la face articulaire postérieure de la patella. Nous arrivons aux ménisques. Alors, les ménisques, on a dit, ce sont des surfaces articulaires, puisque ces ménisques vont répondre aux surfaces articulaires du fémur et du tibia. Vous remarquez que ces ménisques s'interposent entre le fémur en haut et le tibia en bas. Et le rôle principal des ménisques est de permettre la congruence des surfaces articulaires, c'est-à-dire la bonne adaptation des surfaces articulaires. Ces ménisques jouent également un rôle d'amortisseur de choc. Alors, vous remarquez que au niveau du genou, on retrouve un ménisque latéral et un ménisque médial. Sur la vue
postérieur, nous avons ici le ménisque médial et le ménisque latéral. Alors, on se rappellera que le ménisque latéral est fermé en haut, le ménisque médial est ouvert en C. Les ménisques présentent, comme nous l'avons déjà vu dans le cours de généralité à l'étude de l'arthrologie, les ménisques sont attachés par deux cornes. Ils présentent un bord axial libre, un bord périphérique adhérent à la capsule. Passons maintenant à l'étude des moyens d'union de l'articulation du genou. Alors, les moyens d'union de l'articulation du genou, vous le savez, comme pour toutes les articulations, il y a des moyens d'union passifs et des moyens d'union actifs. Les moyens d'union actifs sont rattachés aux tendons musculaires qui entourent l'articulation et lui permettent d'exécuter des mouvements. Parmi les moyens d'union passifs, nous allons décrire la capsule, le ligament collatéral médial, le ligament collatéral latéral, les ligaments croisés, un plan fibreux antérieur et un plan fibreux postérieur. La capsule. Alors, la capsule, comme vous le savez, c'est un manchon fibreux qui entoure l'articulation. L'articulation va être entourée par une capsule. Au niveau du genou, la capsule est interrompue sur les pourtours de la patella. Cette articulation va en arrière s'insinuer dans l'échancrure intercondylaire. Donc, cette capsule permet de subdiviser l'articulation du genou en deux compartiments, un compartiment latéral et un compartiment médial. Je vous invite à regarder le schéma mis dans le polycope, coupe coronale de l'articulation du genou. Passons maintenant à l'étude des ligaments croisés. Les ligaments croisés sont des ligaments situés dans le fond de l'échancrure intercondylaire, en dehors de l'articulation. Ce sont des tendons extra-articulaires. Ces tendons sont croisés dans deux plans. Ils sont croisés dans le plan sagittal et dans le plan coronal. Nous décrivons un ligament croisé antérieur, un ligament croisé postérieur. Le ligament croisé antérieur s'insère en bas à la partie antérieure de l'espace intercondylaire du plateau tibial et il se termine sur le condyle latéral. Donc, nous vous retrouvons ici ce ligament antérieur, le voilà. Il part de la partie antérieure de l'espace de la surface intercondylaire vers le condyle latéral du fémur. Ici, nous retrouvons le ligament croisé postérieur qui part en arrière de la surface intercondylaire à sa partie postérieure vers le condyle médial du fémur. Les ligaments croisés vont jouer un rôle dans la stabilité du genou, aussi bien dans le plan coronal que dans le plan sagittal. Passons maintenant au plan fibreux antérieur. Alors, le plan fibreux antérieur, c'est l'ensemble des structures
qui se placent autour de la patella. Ces structures s'organisent sur 3 plans. Nous avons un plan capsulaire, un plan tendineux et un plan facial. Donc, de la profondeur à la superficie, on retrouve le plan capsulaire, le plan tendineux, le plan facial. Sur cette première diapositive, nous souhaitons montrer le plan capsulaire le plus profond. Le plan capsulaire, c'est celui qui répond directement à la capsule et qui permet de distinguer 2 épaississements de cette capsule formant ce qu'on appelle le rétinaculum patellaire et le ligament ménisco-patellaire. Le rétinaculum patellaire, dont l'ancienne nomination est aileron rotulien. Le ligament ménisco-patellaire, son ancienne dénomination est aileron sous-rotulien. Nous tentons de retrouver ces 2 structures sur cette photographie. Donc ici, nous arrivons à identifier le rétinaculum patellaire, mais bon, il faut être honnête, il n'est pas très identifiable, alors que le ligament ménisco-patellaire est ici. Il est très bien individualisé. Il part de la patella vers le ménisque. Alors, dans ces diapositives, nous avons d'autres images sur lesquelles nous pourrons décrire le rétinaculum patellaire. Nous arrivons sur la diapositive qui va nous permettre d'individualiser et de retrouver le rétinaculum patellaire et le ligament ménisco-patellaire. Donc, aileron rotulien, aileron sous-rotulien. Et vous comprendrez aisément que ces 2 structures permettent de stabiliser la patella dans le plan coronal. Le plan fibreux antérieur. Nous avons énuméré les 3 plans de ce plan fibreux, qui étaient le plan capsulaire, le plan tendineux et le plan facial. Nous arrivons au plan tendineux. Voilà le plan tendineux. Alors, le plan tendineux, il est formé de plusieurs tendons. Alors, nous identifions ici au centre la patella. Au-dessus de la patella, les tendons sont celui du quadriceps. Et rappelez-vous que le quadriceps, c'est le muscle de la loge ventrale de la cuisse et qu'il est composé de 4 parties, d'où son nom quadriceps. Donc voici le tendon du quadriceps. En dessous de la patella, nous retrouvons le tendon ici patellaire. Le tendon patellaire s'insère de l'apex de la patella vers la tubérosité tibiale antérieure. Sur les côtés, nous retrouvons ici latéralement et médialement les tendons des muscles vaste latéral et vaste médial. Donc le tendon du vaste latéral va envoyer des fibres qui se terminent directement sur le tibia et il envoie des fibres qui croisent en avant de la patella. Même chose pour
le tendon du muscle vaste médial. Fibre directe, fibre croisée. Et enfin, sur ce plan tendineux, nous décrirons du côté médial les muscles de la patte-doigt. La patte-doigt, c'est un ensemble formé de 3 tendons musculaires. Ces tendons sont le tendon du muscle sartorius. Le muscle sartorius est un muscle de la loge antérieure de la cuisse. Tendon du muscle gracile. Muscle gracile est un muscle de la loge médiale. Et le tendon du semi-tendineux, qui est un muscle de la loge dorsale de la cuisse. Ces muscles sont donc situés dans les 3 loges de la cuisse. Les muscles sont innervés par 3 nerfs différents. Le sartorius est innervé par le nerf fémoral. Le muscle gracile est innervé par le nerf obturateur. Le muscle semi-tendineux est innervé par le nerf ischiatique. Latéralement, on retrouve ici une bandelette qui est la bandelette iliotibiale. Avant de passer à la diapositive suivante, je tiens à vous faire remarquer que j'ai supprimé du texte qui était ici, qui était erroné. C'était écrit muscle sartorius. Ça a été corrigé. Donc, sur le côté latéral du plan tendineux, nous retrouvons les tendons du muscle tenseur de la bandelette iliotibiale. Le plan fibreux postérieur. Alors, le plan fibreux postérieur est situé à la face dorsale du genou. Il est composé par des coques condyliennes médiales et latérales. Ces coques condyliennes, ce n'est autre que de la capsule placée en arrière des condyles fémoraux et qui sont renforcées, épaissies, d'où le nom de coque. La coque médiale recouvre la face dorsale du condyle médial. La coque latérale recouvre la face dorsale du condyle latéral. Elle présente un os sésamoïde qu'on appelle la fabella. Ce plan fibreux postérieur est complété par un ligament poplité arqué, colorié ici en vert. Il est arqué, il décrit son arc essentiellement au-dessus du muscle poplité. Et vous constatez que ce ligament arqué est formé d'un faisceau médial et d'un faisceau latéral. À la face postérieure, nous retrouvons également un ligament ici, qui est un ligament poplité oblique. Ce ligament poplité oblique correspond à la terminaison du muscle semi-membraneux. Le muscle semi-membraneux se termine par 3 faisceaux, un faisceau direct, un faisceau réfléchi et un faisceau récurrent. Et c'est ce faisceau qui est impliqué dans le plan fibreux postérieur. Donc, le faisceau récurrent du muscle semi-membraneux n'est autre que le ligament poplité oblique. Passons maintenant aux moyens d'union actifs. Donc, les muscles ou les tendons musculaires périarticulaires autour du genou sont alors
ici le tendon du quadriceps. Donc, le tendon du quadriceps se termine sur la base de la patella. Vient ensuite, comme nous l'avons déjà cité dans le plan fibreux antérieur, sur la face médiale du genou, nous avons les muscles de la patte doigt. Les muscles de la patte doigt se composent de tendons du sartorius, du gracile et du semi-tendineux. Ensuite, sur la face latérale ici, nous avons le tractus iliotibial qui est ici. Voilà, le tractus iliotibial. Sur la face dorsale, nous pouvons décrire les muscles ici ischio-jambiers. Les muscles ischio-jambiers, ce sont des muscles de la loge dorsale de la cuisse. Vous avez ici le muscle fémoral, biceps fémoral, le semi-tendineux et le semi-membraneux. Nous retrouvons également ici les muscles gastronémiens, les tendons des muscles gastronémiens médial et latéral. Le muscle poplité, c'est un muscle plus profond et que l'on peut retrouver ici, voilà, sur la face dorsale de l'articulation du genou. Donc, les moyens d'union active sont représentés sur la face dorsale par les muscles ischio-jambiers, qui partent de l'ischion vers la jambe, les muscles gastronémiens médial et latéral et le muscle poplité. Nous arrivons à la synoviale. Alors la synoviale, vous savez que c'est une membrane séreuse qui s'insère à la face postérieure de la capsule. Cette synoviale, comme la capsule, va permettre de distinguer des compartiments. La capsule permettait de séparer un compartiment interne et un compartiment externe, ou compartiment médial et compartiment latéral, alors que la synoviale, elle, va permettre de subdiviser l'articulation du genou en un compartiment susméniscal et sous-méniscal. Au-dessus des ménisques, en dessous des ménisques. Alors, notons que la synoviale est surélevée à sa partie antérieure sous la patella par un corps adipeux infrapatellaire. Et ce corps adipeux infrapatellaire, vous allez l'identifier sur le schéma, le premier schéma de votre polycope, coupe parasagittale de l'articulation du genou. Vous remarquez, vous identifiez sur votre schéma la patella et vous allez retrouver sous la patella le ligament patellaire. En arrière du ligament patellaire, le corps adipeux infrapatellaire. La synoviale, au niveau du genou, va présenter de très nombreuses bourses, notamment une bourse pré-patellaire en avant de la patella, des bourses latéraux-patellaires sur les côtés de la patella, une bourse sous le tendon du quadriceps et une bourse à la face postérieure du genou. Voilà pour la synoviale. Nous allons conclure notre cours d'anatomie descriptive du genou par l'anatomie fonctionnelle. Alors vous savez tous que en position anatomique 0, le genou est en extension. En extension, nous l'avons déjà dit, le genou, il est verrouillé et il est stable. Le genou
qui est une diarthrose, ne présente des mouvements que dans le plan sagittal. Ceci est dû à la morphologie de la surface patellaire du fémur. Donc, avec un genou, nous faisons des mouvements de flexion ou d'extension. Nous l'avons déjà dit, l'extension, c'est la position anatomique 0. La flexion active, c'est-à-dire lorsqu'elle est réalisée par le sujet lui-même, elle est de 120 degrés. Si cette flexion est faite sur une hanche fléchie, nous avons un gain de 20 degrés. Donc, sur hanche fléchie, la flexion du genou est plus importante puisqu'elle atteint 140 degrés. Cette fois, lorsque la flexion est passive, c'est-à-dire lorsque le genou est fléchi par le médecin ou par une autre personne, l'angle de flexion peut atteindre 160 degrés. Donc, flexion active 120, flexion active sur genou, sur hanche fléchie, 140, flexion passive 160. Nous avons dit au début du cours que sur un genou fléchi, ce qui est le cas sur cette image, nous pouvons réaliser des mouvements de rotation. La rotation latérale est de 40 degrés, alors que la rotation médiale est de 30 degrés. Le genou est une articulation, rappelez-vous, superficielle, donc soumise au traumatisme. Nous nous arrêtons ici pour l'anatomie descriptive. Je vous remercie et vous souhaite bon courage pour votre révision.